Bonjour à tous depuis la session plénière du Parlement européen où nous retrouvons Isabelle Thomas, députée européenne et vice-présidente du groupe socialiste et démocrate. Isabelle Thomas, bonjour. Bonsoir. Nous retrouvons cette session autour d'un sujet brûlant, la question du traité transatlantique, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, au cœur de l'actualité. Le 13e cycle de négociations vient de s'achever. Les discussions semblent être au point mort. Et pourtant, nous accueillons hier la commissaire au commerce lors de notre réunion de groupe socialiste. Et elle semblait nous indiquer que les discussions étaient encore en cours et qu'elle était très optimiste pour que les négociations continuent et puissent un jour aboutir. Barack Obama, lui, est très optimiste pour un accord d'ici la fin de l'année. En tout cas, il souhaiterait que ce soit le cas. Isabelle Thomas, que pensez-vous de cet accord ? J'ai eu l'occasion, d'ailleurs merci de me poser la question, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je suis farouchement opposée à ce traité commercial transatlantique. D'abord parce que c'est un traité de libre-échange général, ce n'est pas un traité commercial qui, sur quelques produits, pourrait tout à fait être mis en œuvre. C'est un traité général qui va obliger les citoyens de l'Union européenne à être soumis à des règles qui ne sont plus des règles de protection comme elles le sont aujourd'hui votées par le Parlement européen et par les parlements nationaux. Je veux parler de protection sanitaire, par exemple, pour les médicaments ou pour les biens de consommation alimentaire. Je veux parler aussi de protection pour, par exemple, le droit du travail. Je veux parler de protection également pour la transparence financière. Bref, toute une série de protections et bien sûr énormément de protections alimentaires, j'y insiste. Toutes ces règles de protection alimentaire ou environnementale d'ailleurs que nous votons au Parlement européen et qui sont répercutées dans les États membres seraient désormais, si l'accord était signé, négociées entre les États-Unis et l'Union européenne. Et quand on négocie, tout le monde le sait, on est obligé de faire des pas en avant l'un vers l'autre. Ce qui signifierait, puisque les normes américaines sont beaucoup moins exigeantes que les nôtres, qu'on serait obligé de baisser nos standards normatifs, donc nos standards environnementaux, nos standards sanitaires, nos standards de travail, le droit du travail. Et donc, à la sortie, ni les citoyens, ni les consommateurs, ni les travailleurs ne seraient en meilleure situation. Ils seraient même clairement dans une situation amoindrie par rapport à la protection dont ils bénéficient aujourd'hui. Donc ça, on a parlé beaucoup des poulets chlorés, on a parlé beaucoup, je donne des exemples un peu concrets, mais des poulets chlorés ou du bœuf aux hormones de l'étiquetage, du fait par exemple que les labels d'origine ne pourraient pas être mentionnés après l'accord transatlantique, donc vraiment des choses sérieuses. Et puis il y a d'autres gros points noirs. Voilà, justement, j'allais vous demander, au-delà de ces problèmes, c'est vrai qu'un des points qui revient le plus dans les discussions qu'on a régulièrement sur le TTIP, c'est la question d'un ISDS. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet ISDS qui suscite beaucoup d'inquiétudes ? Alors, c'est un mécanisme d'arbitrage entre les investisseurs et les États, puisque effectivement, ce qui est courant d'ailleurs dans les traités commerciaux, c'est que ce ne sont pas les tribunaux nationaux qui règlent les différends entre les investisseurs. Enfin, quand on dit les investisseurs, en réalité, c'est les multinationales et les grandes entreprises qui investissent de part et d'autre de l'Atlantique. Donc ce ne seraient pas des tribunaux comme nous les connaissons, mais ce seraient des cours d'arbitrage, en fait des cours un peu hors sol par rapport à notre système judiciaire, qui seraient d'ailleurs composés de juges qui ne seraient pas des juges comme vous les connaissez, de membres fonctionnaires des États membres, avec toute une série de garanties, mais ce seraient des arbitres privés, d'ailleurs rémunérés pour et par ces cours. Et donc on a là un risque sérieux
de privilégier les questions financières, économiques, au détriment de l'intérêt général, au détriment des intérêts publics. Je vais donner des exemples puisque ces tribunaux d'arbitrage existent déjà. Je le disais, il y a déjà beaucoup d'accords de par le monde qui sont gérés par ces tribunaux. Et il y a eu plusieurs arbitrages qui se sont soldés par le fait que les États membres, les États doivent payer des sommes considérables aux entreprises quand elles prennent une décision, par exemple, contre le tabac pour des raisons sanitaires, pour éviter le cancer des poumons, etc. Quand elles prennent des décisions, par exemple, pour éviter des produits toxiques dans l'alimentation, pour éviter, etc., d'autres risques sanitaires ou simplement environnementaux. On a beaucoup parlé du gaz de schiste. Si par exemple dans un pays vous avez une grande multinationale qui vient investir des millions pour pouvoir exploiter le gaz de schiste et que le pays décide de stopper l'exploitation du schiste pour des raisons environnementales, et bien à ce moment-là, l'entreprise, la multinationale peut très bien aller dans cette cour d'arbitrage et dire attendez, moi je devais gagner des milliards et des milliards avec cette exploitation du gaz de schiste, avec cette interdiction, je perds des milliards et des milliards que j'aurais dû gagner et donc je demande des compensations. Donc vous voyez bien que là il y a un problème en termes d'intérêt général où finalement c'est le profit, la finance qui sont privilégiés au détriment de l'intérêt général. Et donc ces cours d'arbitrage, elles ont été condamnées par le groupe socialiste et démocrate et on a dit tant que ces cours d'arbitrage entre investisseurs et États seront le juge d'application de ce traité, alors nous ne voterons pas le TTIP ou le TAFTA, ça dépend, parfois on l'appelle ainsi, ou autrement. Mais voilà, donc jusque-là, pour l'instant, il y avait des conditions de la part des sociodémocrates pour voter éventuellement ce TTIP et elles ne sont absolument pas validées à ce jour. Et alors, donc on vous souhaite effectivement un bon courage sur ce dossier en particulier. Et alors, il me semble qu'il y a un autre dossier qui va devoir tirer votre attention, qui l'attire déjà d'ailleurs, un autre combat à mener, parce qu'il ne faut pas que TTIP soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a aussi le fameux accord CETA, qui est un accord avec le Canada, il me semble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus aussi à ce sujet ? Oui, alors cet accord a été passé en 2013, donc il est un peu plus ancien, il est d'ailleurs beaucoup plus abouti. Il est un peu moins, j'allais dire, général que le TAFTA, puisqu'il ne porte, lui, que sur quelques, ou plus exactement, il ne parle pas sur quelques produits, mais il y a des produits, notamment des produits agricoles, qui ne sont pas dans le cadre du traité. Donc on supprime les droits de douane sur beaucoup de produits, mais on garde quand même des exceptions, ou en tout cas des produits qui du coup protègent par exemple l'agriculture canadienne ou l'agriculture européenne. Cependant, il pose deux problèmes à mon sens. Le premier, c'est que même s'il est plus réduit et moins général que le TTIP ou le TAFTA, il est un peu le cheval de Troie potentiel du TTIP. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, il y a énormément d'échanges économiques entre le Canada et les États-Unis. Il y a même 30 000 entreprises qui sont installées, 30 000 entreprises américaines qui sont installées au Canada. Et donc, on peut imaginer avoir une forme de délocalisation des entreprises américaines vers le Canada pour les produits que les États-Unis voudraient, enfin que ces firmes américaines voudraient pouvoir exporter plus facilement vers l'Union européenne. Donc là déjà, on a un sujet. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est celui, toujours la même chose, des tribunaux d'arbitrage. Alors, compte tenu du vote que nous avons obtenu au Parlement européen, la Commission européenne, par la voix de la commissaire Malmström, a essayé de concocter une nouvelle génération de tribunaux d'arbitrage. Sur le papier, ça nous semblait joli. On était plutôt parti pour dire « Ah oui, là, il y a un vrai effort, on parle de juges, il y a une cour d'appel, etc. » En réalité, quand on observe bien le mécanisme d'arbitrage qui s'appelle, lui, ICS, on s'aperçoit que ces transformations sont cosmétiques. C'est-à-dire qu'il y a bien, alors j'exagère un peu en disant ça, parce que le fait qu'il y ait
une cour d'appel, c'est déjà, et la cour d'appel, elle est dans les tribunaux d'en haut, donc c'est déjà un mieux. N'empêche que il reste que les fameux 15 juges qui étaient censés être différents des arbitres, restent des arbitres, ne sont pas des juges fonctionnaires, membres des instances des États membres. Et donc on se retrouve finalement sur les mêmes risques d'arbitrage, avec les mêmes risques de domination de ces firmes sur finalement la démocratie. Parce que quand on vote des règles pour protéger les travailleurs, les consommateurs, etc., on vote des règles démocratiquement avec des parlements nationaux. Quand ces règles sont dictées par des grandes multinationales et par des tribunaux d'arbitrage privés, à la fin, on perd la substance démocratique et on prend évidemment les risques de finalement une privatisation généralisée du système, du commerce, de la production et de nos normes. Écoutez Isabelle Thomas, merci beaucoup pour ces explications. Je vous souhaite une bonne fin de session et puis je vous dis tous à la prochaine session. Merci.